Bonjour à tous, nous allons démarrer cette vidéo en compagnie d'Antoine Barral. Bonjour. Je suis Julien Poujol des éditions Yovana et nous avons le plaisir de réaliser cette vidéo afin de compenser malheureusement notre absence physique de la médiathèque de Castelnau-le-Lez, de la médiathèque Aimé Césaire qui nous avait invités très gentiment pour cette fin de mois de juin. Hélas, le contexte fait que nous ne pourrons pas rencontrer les lecteurs et les usagers de la médiathèque. Nous en sommes désolés, mais nous espérons donc que ces petites vidéos de présentation des éditions Yovana, en compagnie de leurs auteurs et traducteurs, vous permettront de voyager et de découvrir notre catalogue. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Antoine Barral qui a traduit L'Enfant du fleuve, un roman de Luis dos Santos, paru à la fin du mois de janvier de cette année 2020 aux éditions Yovana. Alors pour démarrer, on va faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore cette maison d'édition montpelliéraine. Nous avons démarré notre activité en 2014 et nous proposons deux collections qui s'articulent autour du voyage, autour de la thématique du voyage dans un sens assez global. Notre première collection qui s'appelle génériquement Voyage est une collection qui rassemble des témoignages, des récits de vie ou alors des carnets de route par exemple, et donc qui sont des histoires très axées sur l'expérience réelle et directe de voyage qu'a pu faire un auteur. Et nous avons une autre collection qui s'appelle Romans situés et qui propose des romans, de la littérature tout simplement, mais de la littérature qui incite à voyager, que ce soit dans une ville en particulier, ou dans un pays, ou vers une nouvelle culture. Et donc, L'Enfant du fleuve que l'on va vous présenter aujourd'hui se situe dans la collection Romans situés. Ce roman se passe en Uruguay. Luis dos Santos a connu un assez grand succès avec ce livre-là, en version originale dans son pays, en Uruguay. Alors avec Antoine, on va vous retracer rapidement le contexte, on va vous parler de Luis dos Santos bien sûr. C'est son premier roman au final à Luis. C'est son premier roman publié nationalement, puisqu'il avait déjà eu des textes qui étaient publiés dans sa région d'origine, donc à Salto, dans le nord de l'Uruguay. Voilà, et c'est le premier qui a été publié sous le titre El Zambullidor à Montevideo pour une diffusion nationale. C'est ça, El Zambullidor, donc c'est le plongeur. Voilà, le plongeur. C'est ça. Alors nous avons décidé de modifier un petit peu le titre par rapport à la version originale. Le plongeur en français, il y avait une certaine ambiguïté, on peut le dire, effectivement. Bon, L'Enfant du fleuve, cela permet aussi de se recentrer sur le personnage qui est le narrateur, principal et qui est le narrateur. Voilà. Ouais. Alors que le titre original se rapportait plus au père, qui est l'ombre portée, voilà, et qui est le centre des préoccupations du narrateur. C'est vraiment un roman d'un fils, d'un enfant vers son parent, vers son père. Voilà, c'est ça. On peut parler d'un roman initiatique d'une certaine manière, parce que c'est l'histoire d'un enfant qui est un peu isolé, dont les parents ne sont pas forcément extrêmement présents. Le père est violent, alcoolique, la mère est absente. Elle fait comme elle peut, entre guillemets, par rapport à une famille très nombreuse. Et lui, c'est un enfant d'à peu près 8 ans, 9 ans au début du récit, et qui va essayer qui cherche ses marques au final dans ce monde, dans un monde qui est assez rude en fait. Hein. C'est pas l'Uruguay de Montevideo, de la capitale, citadin, moderne, qui ressemblerait à l'Europe. Là, on est dans un Uruguay plus campagnard, on est au bord du fleuve Uruguay, et voilà. La vie n'y est pas forcément facile au quotidien. Déjà en Uruguay, effectivement, il y a Montevideo, la capitale, qui a des caractères, c'est vrai, très européens, un peu comme Buenos Aires, sur les bords du Rio de la Plata. Et puis il y a le reste du pays qu'on appelle là-bas, on appelle ça l'intérieur. Tout ce qui n'est pas Montevideo, c'est l'intérieur.
Et puis il y a une rivière qui traverse le pays, à peu près au tiers inférieur, qu'on appelle le Rio Negro. Et de l'autre côté, alors c'est encore plus l'intérieur, c'est vraiment au nord du Rio Negro, c'est les régions les plus éloignées de la capitale. En France, on a au sud de la Loire et en Uruguay, c'est au nord du Rio Negro. Ça, là, c'est vraiment l'Uruguay profond, très rural. Mhm. Et puis il y a peut-être aussi un petit contexte politique dans cette région-là, parce que c'est une région qui a été traversée par des luttes assez révolutionnaires. Alors l'Uruguay, c'est pas forcément le pays d'Amérique du Sud auquel on pense tout de suite par rapport aux révolutions populaires qui ont pu traverser le XXe siècle, mais malgré tout, il y a eu tout de même ce genre de mouvement. Il y a eu ces épisodes, comme dans tout le reste de l'Amérique du Sud, entre les années 60 et 70, effectivement. Et du fait que cette région du nord, qu'on appelle la frontera, la frontière, c'est-à-dire la frontière avec le Brésil, c'est une région déshéritée. Et donc, notamment autour dans la région de la canne à sucre où se passe le roman, il y a eu dans les années 50-60 des paysans, des travailleurs journaliers qui étaient vraiment dans des situations très précaires. Et c'est là qu'effectivement a commencé un mouvement revendicatif paysan qui aboutit à plusieurs fois à des marches sur la capitale, etc. Et ça a été, disons, le lieu de formation syndicale et politique d'un certain nombre de personnages qui, par la suite, sont passés du syndicalisme à l'action, disons, à la guérilla, par la suite. Donc, effectivement, cette région-là est un peu un creuset social et contestataire dans les années 60, avant que ça s'étende au reste du pays. Mhm, mhm. Alors pour donner justement ce contexte social et politique, on va vous proposer un premier extrait dans lequel on peut voir un petit peu dans quel contexte évolue le père du narrateur, quelles sont ses conditions de travail, qu'est-ce qu'il fait concrètement au quotidien, quel est son métier. Vous allez voir, c'est un métier assez particulier et qui aura une influence très importante sur le roman. Mon père travaillait pour l'entreprise d'irrigation, comme presque tout le monde au village. De tout temps, il fut rugueux et bourru, cultivant de rares amitiés semblables à la terre. En hiver, quand l'activité diminuait, il devait multiplier ses tentacules de poulpe ouvrier, attrapant un boulot par-ci, un autre par-là, pour entretenir sa nombreuse progéniture de 4 enfants, et cette espèce de zoo domestique où cohabitaient perroquets, chiens, chats, poules et oiseaux en cage. En été, nous ne le voyions presque pas. Surtout les jours précédant le début de l'irrigation, quand se mettaient en marche les moteurs qui, grâce à de gros tuyaux, avalaient l'eau du fleuve. Son étrange métier consistait à installer ces puissantes bouches d'aspiration à l'endroit le plus profond du fleuve pour améliorer le rendement des pompes. Au sujet de mon père et de son travail se racontaient des histoires incroyables. On disait qu'il pouvait retenir sa respiration pendant plus de 5 minutes ou qu'il arrivait à des profondeurs que personne d'autre ne supportait. Je n'ai jamais pu le voir, mais j'imaginais son visage jaillissant du fleuve après un long moment, tel un poisson sans peur, défiant les incertitudes des autres, sans se départir de son éternelle absence d'expression. Alors ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est que on voit que le narrateur, il parle de son père de manière assez admirative. Évidemment, il y a cette admiration vis-à-vis de quelque chose que peu d'autres de ses congénères peuvent faire. C'est un homme hors du commun malgré Oui. tout. Malgré ses défauts, c'est un homme hors du commun. C'est une endurance, une capacité physique. Voilà. Après, ce personnage est inspiré, mais seulement inspiré, par le père de l'auteur, qui a effectivement fait ce travail. Mhm. Voilà. Après, moi, je l'ai rencontré, ce monsieur, il n'est pas aussi inquiétant et terrifiant que celui du livre. Donc on n'est pas forcément dans l'autobiographie. Non, non. Non, non, c'est une fiction, mais évidemment, elle est nourrie par la vie de l'auteur et par sa famille, puisqu'il a vraiment grandi dans ce village. Mhm, mhm. Et donc finalement, ce père, il a un don au-delà de ce qu'il peut faire sous les eaux. Moi, en tout cas, il peut aussi en profiter pour
sauver des gens. Voilà, c'est une sorte de don et une sorte de malédiction. C'est une aptitude à retrouver les noyés. Et comme chaque année, quand il y a des crues, quand le fleuve déborde, ou bien à d'autres moments par accident, il peut arriver que des gens se noient. Et alors on va le chercher puisqu'il a des capacités de plongeur exceptionnelles. Euh, il possède dans son jardin un jasmin magique dont les fleurs, quand il les lance à la surface de l'eau, les fleurs vont aller chercher et trouver et s'arrêter à l'endroit où se trouve le corps. Comme les eaux sont de couleur café, parce qu'elles charrient beaucoup de sédiments, etc. Donc on ne peut pas savoir où sont les noyés. Donc la fleur magique va aller s'arrêter et se mettre à tourner sur place à l'endroit où se trouve le corps. Et à ce moment-là, le père va plonger et ramener le noyé. Et c'est à la fois un don, mais c'est en même temps une malédiction, parce que c'est toujours lui qu'on va chercher, c'est toujours lui qui est confronté à ces morts tragiques. Oui, c'est ça, exactement. Et sous ces apparences de dureté, évidemment qu'il y a malgré tout une Il y a une sensibilité. souffrance, oui. Oui, il y a une souffrance qu'il endure lui seul. Et quand on parle voilà, de ce don-là, on se rapproche un petit peu de ce que dans l'esprit, dans notre esprit en tout cas occidental, peut s'apparenter au réalisme magique sud-américain. C'est vrai, il y a une touche de réalisme magique, mais alors ce qui Oui, est assez amusant, c'est que euh, Luis dos Santos raconte que lui-même, pour imaginer cette histoire des fleurs magiques qui trouvent les noyés, il s'est simplement inspiré d'une pratique déjà existante où ce sont les prêtres, quand il y a un noyé, les prêtres vont jeter sur l'eau du pain béni et la mie de pain aurait cette même capacité surnaturelle à trouver les noyés. Et en creusant un peu cette question, je me suis aperçu, par des indications qui m'ont été données par d'autres personnes aussi, que c'était une pratique beaucoup plus répandue que dans le sol uruguay, que ça se trouvait. Cette pratique d'aller chercher le curé pour jeter du pain, du pain béni pardon, sur l'eau pour trouver les noyés. est-ce que le curé plongeait ensuite? Alors ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, mais il semblerait que ce soit une croyance beaucoup plus répandue que ce qu'on savait dans pas mal de pays catholiques. D'accord. Au Canada aussi, aux États-Unis, il semblerait aussi. Mhm. Mais il n'y a pas que le père qui a ce don un peu magique. Le fils, lui, il pense avoir le don de revoir son grand-père, notamment, qui est décédé. Et ce grand-père-là, même s'il est fantasmé, imagine-t-on, eh bien, il va avoir un rôle parce qu'il va l'amener pas forcément à suivre les bons chemins. C'est sûr. Euh, Comme cet enfant, ce narrateur, il est en mal d'affection, il se sent seul au milieu d'une famille nombreuse avec ses parents parce que il n'y a pas trop de temps et de place pour la tendresse. Il va se trouver des amis réels ou imaginaires, et donc l'un d'eux, effectivement, c'est ce grand-père qui, d'une certaine façon, il ressuscite, et ce grand-père l'incite à commettre toutes sortes de bêtises, ce qui est une façon aussi d'attirer Oui, l'attention de ses parents. oui. Mais ça va vraiment très loin puisqu'il va jusqu'à brûler la maison de ses voisins, etc. Et donc il va y avoir un petit exorcisme aussi grâce à son ami Emilio, son meilleur ami d'enfance, qui l'aide parfois à se sortir d'un mauvais pas. Et ils vont essayer d'exorciser, de faire partir une bonne fois pour toutes le fantôme du grand-père. Et effectivement, tout ça, c'est dans ce climat un peu magique qu'il y a souvent autour des fleuves, autour du fleuve Uruguay, mais autour de beaucoup de fleuves, on trouve ces histoires magiques, ces histoires de noyés, d'esprits. Et il y a une magie du fleuve qui est très présente dans le livre, une magie de la nature. Oui, de la nature en général, hein. Oui, oui, oui. Et les enfants qui rêvent d'aventure, qui rêvent de trésors, parce que c'est une région de contrebandiers, puisqu'on est aux frontières à la fois de l'Uruguay, du Brésil et de l'Argentine. Donc c'est une région de contrebande, de trafic, et il y a des bandits légendaires. Et donc les enfants rêvent de retrouver le trésor sur une île qui apparaît de temps en temps. Quand le fleuve est très bas, il y a un îlot qui émerge, et alors on dit que là-bas il y a un trésor. C'est beaucoup de choses comme ça. Et parmi ces personnages légendaires, il va y avoir une sorte de père de substitution que va chercher le garçon avec Pedro Martinidad,
euh, qui est aussi un contrebandier à qui on prête un certain nombre de meurtres. Enfin, c'est un personnage qui vit en marge du village, mais qui il va se lier d'amitié, d'affection, parce que tous deux sont seuls et ont besoin d'un père ou d'un fils. Mhm. Mais voilà, mais en fait, Pedro Martinidad, il a aussi une malédiction sur lui, et donc malheureusement, ça va pas très bien se finir pour lui non plus. C'est ça, mais en tout cas, la nature est un véritable personnage, c'est quelque chose qui va alimenter cet enfant. Alors que ce soit par le biais de cette relation avec Martinidad, ou tout simplement avec le lien direct qu'il a avec ce qu'il appelle son paraíso, donc c'est son arbre. Son arbre refuge, voilà. Ouais. Effectivement, cette place de la nature, cette force de la nature, c'est quelque chose aussi, c'est un héritage, on peut dire, de la littérature de ces régions, puisqu'il y a notamment un très célèbre écrivain uruguayen qui a beaucoup publié en Argentine. On croit parfois qu'il est argentin, c'était Horacio Quiroga. Et dans les nouvelles d'Horacio Quiroga, on retrouve cette même inspiration, qui était née à Salto également, là où vit actuellement Luis dos Santos. Horacio Quiroga écrit des histoires de fleuves, des histoires de pirogues à la dérive, des histoires de serpents redoutables. Et le monde de Quiroga réapparaît presque 100 ans après Mhm. dans le monde de Luis dos Santos. Et la vie même de Quiroga était assez chaotique. Espérons que celle de Tout Luis à dos fait, Santos assez le soit un peu moins. tragique. Oui, Tragique même, effectivement. Oui. oui, oui. Et pour terminer, peut-être qu'on pourrait en venir à ton expérience de traduction de ce livre-là. Qu'est-ce que tu dirais au final du style de Louis? Alors, on a là un roman qui est très condensé, mais qui est plein de très belles métaphores et de fulgurances poétiques. Comment tu as travaillé sur ce texte-là? C'est vrai que ça a été un coup de cœur. Je me trouvais à l'époque en Uruguay parce que je travaillais sur plusieurs projets de traduction. Et donc j'étais amené à prospecter, à lire. Et c'est l'éditrice qui m'a mis le livre entre les mains en me disant, vous allez voir, ça va vous plaire. Et effectivement, dès la première page, moi j'étais assez emballé par ce livre et ça s'est pas démenti par la suite. Et c'est ce qui m'a donné envie à partir de là d'essayer de trouver une manière de le traduire et de le publier en France. Et Mhm. la rencontre avec les éditions Yovana est tombée à point. Euh, c'est vrai que c'est une écriture très poétique, très spontanée. Euh, Tu as un passage en particulier? je peux lire Allez, les- le les- prologue, le, le- Nikit. le premier paragraphe qui m'a, moi, dès que je l'ai lu, j'étais emballé Mhm. par la force de la nature et de la poésie qui s'en dégage. Le fleuve restait trouble comme au jour de crue, moutonnant sous le vent du nord, portant encore l'indéfectible marron du deuil, et seuls quelques jacinthes d'eau y dérivaient en tremblant. Sous l'assaut des flots, des mottes de terre tombaient doucement de la berge comme des plaintes retenues. Depuis ma cachette en hauteur dans les bois, je pus suivre le vol erratique des 2 chalanas, ce sont des barques. Les hommes qui s'immergeaient dans le fleuve et qui réapparaissaient au bout de quelques minutes en expirant, sales et dégoulinants, le visage défait par le froid et la détresse. Ils lançaient des crochets de ferraille attachés à des cannes taquara de long bambou, de gros hameçons, de solides filets, pour voir si le fond leur rendrait l'espoir, mais tout n'était que vase, peur et désespoir. Quelqu'un alluma des cierges et lança une prière, tandis que je restais caché sur une branche d'arbre où je m'étais réfugié depuis que le commissaire Sylvestre avait à grands cris dispersé la marmaille. Il ne s'était guère écoulé plus d'une demi-heure quand je le vis venir descendant par le chemin des ravines. C'était mon père, avec sa singulière démarche de héron estropié, sa manière particulière d'enfoncer les mains dans ses poches où il dissimulait aussi toute caresse, son visage buriné par le soleil, sans la moindre expression dévoilant son âme. Effectivement. Là, on a bien le style de Louis. Voilà, c'est vraiment très attachant. Moi, c'est vraiment une écriture très
très spontané, pas simpliste, épuré, mais beaucoup d'images fortes, parfois assez étonnantes. Et Mais c'est vrai que le narrateur est un enfant et on le sent, mais c'est pas du tout un inconvénient. Effectivement, on sent qu'il s'agit d'une parole qui est simple, qui est directe, qui vient du cœur au final, mais ça n'amoindrit rien à la qualité littéraire du texte. absolument, il n'y a rien de puéril, c'est très, très riche, très fort, il y a une sensibilité. Indéniable. Voilà. Donc en tout cas, on espère vous avoir incité à découvrir ce roman, plus globalement le catalogue des éditions Iovana, que vous pouvez retrouver à la médiathèque Aimé Césaire notamment, de Castelnau-le-Lez. On va encore remercier Dominique Laporte dos Santos pour cette invitation. Et on espère vous revoir en direct très prochainement. N'hésitez pas également à consulter nos autres vidéos sur le site du réseau des médiathèques de Montpellier. Merci. Cuando llega la mañana cerca del cañaveral, allá en Rincón de Franquía, donde nace nuestro suelo, se oye el trino de las aves y el canto del chacarero. Qué lindas son las mañanas aquí por esta región, dijo el general Rivera cuando fundó Bella Unión.